Et c'est les premières victimes. Vous savez, on dit souvent au Québec, combien d'immigrants on doit avoir? 30 000, 40 000, 50 000? Tu sais, je m'excuse, là, mais c'est pas plus fort la poche, cette affaire-là. C'est des êtres humains qu'il faut respecter. Mais s'il y a un chiffre qui, moi, me fatigue, c'est 1 million. Au moment où on se parle, à travers le Canada, il y a 1 million de dossiers d'immigration qui ne sont pas traités comme il se doit. Et quel est le projet ou le plan du Parti conservateur en ce qui concerne l'immigration? Il y a un spectre qui fait peur. Et qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation où tout est complètement fermé, bouclé, bâclé? Merci beaucoup de poser la question. Je suis fils d'immigrants. Et depuis que je suis en politique, je répète toujours la même chose. Je parlais souvent justement que c'est une fausse opinion. Oui, on le sait, la politique, c'est ça. Et c'est pour ça que ce soit au provincial, au municipal ou au fédéral, ce sont les mêmes enjeux. Moi, je vous dirais, en politique, ça prend du self-esteem, puis ça prend de la confiance en soi. On comprend ça. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire dévorer complètement. Là, bientôt, on va y revenir. Monsieur Trump, il vous fait peur? Ben, il est là. Il est là pour 4 ans. Ça fait déjà, au moment où on passe l'entretien, ça fait déjà 2 jours qu'il est en fonction. Alors, il est là. La question, c'est pas d'avoir peur ou d'être fâché ou d'être content ou quoi que ce soit. C'est de faire avec. Vous savez, les gens avec qui on danse, parfois on les choisit, parfois on les choisit pas. Bon, alors ils sont là pour vrai, ils ont été dûment élus. Lui, M. Trump a été dûment élu, et ce, oui, par les grands électeurs, mais également par le vote populaire, ce qui parfois peut naviguer, qui peut porter... Oui, c'est ça. Alors, il a plein les pouvoirs, toute la légitimité nécessaire pour agir. On sait qu'il a des affirmations qui sont très fortes, alors il nous faut conjuguer avec ça. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si j'ai peur? Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'actuellement, on a un gouvernement d'abandon du côté du Canada. Puis ça, c'est inquiétant. Alors, pour commencer vraiment notre émission, messieurs Deltel, comment vous vous retrouvez ici au Canada et votre parcours socio-politique? Comment il s'engraine et comment est-ce que vous vivez ça vous-même en tant que spectateur? Ouais, moi, je suis très fier d'être un Canadien. Mes parents ont choisi le Canada pour s'établir ici en 1958. Très fier d'être au Québec et de la fierté que l'on a d'être Québécois avec le français, avec la culture qui nous distingue partout en Amérique, voire même à travers le monde. Mais très fier aussi d'être un fils d'immigrant. Et c'est bien la preuve que ce pays, que cette province, que cette ville est accueillante.
Et quand mes parents, vous en parlez un petit peu tantôt, Italie, Espagne, France, Algérie, il y en a beaucoup, Un bon mélange. Alors, je vous explique un peu. Je sais que les gens qui nous écoutent ont une bonne culture générale par rapport à l'univers mondial et particulièrement à l'époque de ce qui existait en France et en Europe et en Afrique, c'est-à-dire l'Algérie qui était sous le régime français. Au début du 20e siècle, c'est des centaines de milliers de personnes de partout à travers l'Europe qui sont venues en Algérie. Alors, Deltel, c'est espagnol. Mon grand-père Deltel, Joachim Deltel, est né au 19e siècle, en 1888, à Monovar, un petit village. Et il est venu s'établir au début du siècle à Alger. Comme bien d'autres personnes qui venaient d'Espagne, qui venaient de France, qui venaient d'Italie, qui venaient du Portugal. Et du côté de ma mère, c'est Ponzilly. Alors, même chose, c'est que mon grand-père, André Ponzilly, Paul Ponzilly, pardon, André c'est mon oncle, Paul Ponzilly est né lui aussi au 19e siècle en Italie et est venu s'établir au début du 20e siècle en Algérie. Et du côté de ma mère aussi, du côté de donc ma grand-mère, Madame Ekirch, qui elle vient d'Alsace. Oui, alors rajoutez-ça. Alors, je suis d'Alsace aussi, j'habitais juste à Strasbourg, vous me disiez. Alors, c'est pour ça pour vous dire que l'Algérie française était une Algérie qui était plus que française, c'est-à-dire c'était plus européenne. Et donc, c'est ça, mes parents sont nés à Alger, ils se sont connus tout jeune enfant, soit dit en passant, ils allaient à la même école, ils étaient dans le même quartier, ils se sont perdus de vue en cours de route, la vie étant ce qu'elle est, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, s'est engagé à 18 ans et a fait le débarquement d'Italie, la bataille d'Italie, la libération de Rome, a fait le débarquement en Provence, a fait la libération aussi des Vosges et est allé faire combat. Vous aurez compris que, étant un fils de vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai toujours un très grand respect pour les anciens combattants. Du côté de ma mère, ils se sont donc revus après la guerre et ils se sont mariés à Alger. Quand est arrivé, évidemment, le 4 juin 1958, le fameux discours du général qui est venu à Alger au forum pour dire « Français, je vous ai compris », mon père comprenait qu'il n'avait pas tout à fait compris ce qu'il devait comprendre, mais évidemment, ça fait partie du débat historique et il est retourné à leur résidence et ils ont dit « Bon, ben, c'est bon, on y va ». Et donc, ils ont quitté au mois de août 1958, ils ont quitté Alger et ils ont pris le bateau au Havre et ils se sont rendus par la suite à Québec. Ils sont arrivés en août 1958, ils ont passé 1 an à Montréal, 2 ans à Sainte-Foy et en 1962, ils se sont établis à Château-d'Eau, qui était un petit quartier de Loretteville. Et c'est là où moi je suis né en 1964. À Loretteville. À Loretteville. Alors vous comprenez, vous le savez bien vous-même et tout, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont ici, vous comprenez que quand vous avez passé votre vie à Alger puis vous arrivez à Québec, il fait prête un petit peu, hein? Il y a de la neige, il y en a, hein? Alors mon père racontait tout le temps, quand j'arrive pour laver la voiture, je ne pouvais pas laver la voiture parce que la glace se faisait dans le tuyau. Ça se peut pas, mais c'est pas grave. Ça fait partie du folklore que mon père avait beaucoup. Mes parents, j'ai été très chanceux parce que c'était des parents attentifs et respectueux, qui sont arrivés au Canada et qui nous ont élevés aussi comme des Canadiens. Moi, je suis le 3e garçon sur une famille de 3. Mon frère André est ingénieur, mon frère Claude est musicien professionnel, puis moi, je gagne ma vie, je fais mon possible. Et donc, on a 3 garçons, et on a été très bien accueillis par le voisinage. D'ailleurs, on en reparlera tantôt, mais en 2008, quand j'ai décidé de m'engager en politique fédérale provinciale, M. Dumont était venu dans ma circonscription, puis on avait fait un rassemblement, et toutes les familles qui avaient accueilli mes parents, que ce soit les Bretons, les Lachance, les Anderson, les gens aussi qui étaient sur les rues arrière, sont tous venus pour soutenir. Et puis je me souviens très bien les avoir évoqués, de les avoir identifiés, et Marie-Claude Aubranvette, l'épouse de Mario, elle est larmes aux yeux. mais c'est ça aussi, une immigration réussie, c'est quand on accueille correctement, quand le voisinage fait tout en sorte que les gens se sentent bien, se sentent fiers, avec entre autres la famille de Lacasse qui nous avait accueillis aussi. Et donc, ça faisait que, comme je vous disais tantôt, ils m'ont élevé comme un Canadien. Et il me racontait l'histoire et tout ça, avec les chansons d'Enrico Macias, j'ai quitté mon pays, tout ça, bien. Mais
vous êtes au Canada, vous vivez comme Canadien avec l'accueil qui avait été fait et la culture locale dont nous sommes tous très fiers. Et donc, oui, j'ai grandi là-dedans et j'ai été très privilégié, et avec le bon voisinage et tout ça. Et comment est-ce que ça vous a inspiré? Quel rôle cela a joué dans votre choix de vous lancer en politique, bien sûr, avec ce passage de Mario Dumont? Pourquoi vous avez accepté d'y aller avec lui? Pourquoi j'ai fait de la politique? Parce que j'aime ça. Tout simplement. Et j'ai strictement aucun mérite. J'étais haut comme ça, j'avais 7 ans, je suivais le Watergate. Comme il y en a d'autres qui vont suivre la course de Formule 1 à l'âge de 5 ans, puis ils vont connaître par cœur tout ça. Moi, j'aimais la politique. Je me souviens évidemment, Pierre-Éliott Trudeau. Je me souviens même de la naissance de Justin Trudeau. Vous savez que M. Trudeau Justin est né quand son père était premier ministre, le 25 décembre. Il est né le jour de Noël. Il est né, non, c'est pas vrai. Oui. Alors, c'est pas une mémoire, mais c'est un fait. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, attention, M. Trudeau, c'est pas the average Joe, là, dans le sens où, quand il est né, le Canada entier le suit, il faisait la une du journal Le Soleil. Et un an plus tard, quand son père est allé à Washington, fiston était là, petit bébé. Et le président Nixon a dit, nous avons ici, we have two prime ministers, Prime Minister Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, and Prime Minister Justin Trudeau. Il avait dit ça. Alors, vous comprenez, quand vous êtes haut comme ça, puis que vous faites dire que vous allez être premier ministre, disons que disons que le profil est différent. C'est au royaume, alors. Ben voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai toujours aimé la politique. Évidemment, à l'école, j'étais engagé dans les groupes de politique, puis tout ça. D'ailleurs, on me demandait la semaine passée, quelle date aimeriez-vous l'élection? Ça risque d'être en mois de mai. J'ai dit, ben écoutez, en 1978, au Mont-Saint-Sacrement, le 15 mai 1978, j'avais été élu secrétaire du comité exécutif du Mont-Saint-Sacrement avec 222 votes. Alors, j'ai dit, ça serait peut-être une bonne idée de faire ça le 15 mai. 15 mai. Je ne suis pas sûr que ça va se faire ça. On ne sait pas encore. J'ai toujours aimé la politique, ça m'a toujours intéressé. J'ai milité au Parti conservateur fédéral dès 1981, alors que j'avais à peine 17 ans. Et donc, c'est mes racines conservatrices. Je ne suis pas ici pour dire qu'on est meilleur au monde, mais je suis naturellement plus un conservateur que d'autres choses. Et ça, sans effort, dans le sens où mes parents m'ont jamais tapé sur la tête en me disant politique, conservateur. Jamais. On parle pas. Oui, parler de politique, mais jamais avec l'objectif de. Mais ça m'a toujours naturellement intéressé. Et donc, mais bon, à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, est-ce que je fais de la politique tout de suite ou plus tard? J'ai décidé de le faire plus tard. Donc, j'ai été à l'école, étudié en histoire. Je rêvais d'être professeur d'histoire. Et dans les milieux des années 80, ici, les postes de professeur d'histoire, c'était assez rare, merci, parce que bon, on se faisait dire, merci, vous êtes bien gentil, mais vous reviendrez dans 20 ans parce que tous les postes sont pris. Bon, d'accord, c'est beau, alors j'ai fait autre chose, j'ai fait journaliste. Et donc, j'ai fait une carrière de 20 ans de journaliste à la télé. Et vous savez, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait 15 ans à ce qu'on appelait à l'époque Télévision 4 saisons, TQS, qui est devenu Nouveau. J'ai fait 3 ans à TVA et 2 ans à Radio-Canada, donc j'ai fait les 3 antennes. Mais ce qui était fin dans le journalisme, c'est quoi? Il y a beaucoup de points communs entre le journalisme et la politique. Parce que d'abord, le journaliste n'a pas d'opinion et le politicien a une opinion. Bon, ça mais c'est pas ça. Par contre, le politicien, le journaliste, c'est quoi? C'est celui qui est témoin d'un événement et qui doit le raconter aux citoyens. Comme moi, j'étais journaliste télé, donc électronique. Alors, oui, ça se fait, mais il faut penser qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre sur un certain sujet, puis il faut faire la balance. En politique, vous allez être témoin d'un événement, il faut que vous preniez position, puis que vous fassiez selon vos convictions et que vous identifiez les faiblesses de l'adversaire, mais en mettant en lumière ce que vous proposez. Donc, il y a quand même des points de reconnaissance. Ce qui était fin, c'est qu'à TQS, particulièrement, il y a 35 ans, quand ça a ouvert en 1989 à Québec, on était la vision des gens de Québec. On était collés sur le quotidien des gens. On ne se prenait pas pour des grands journalistes chevronnés, on commençait tous. Alors, ce qu'on faisait, c'est on allait voir les gens dans leur quotidien. Je me souviens de notre chef de pupitre, Pierre Tachereau, qui disait « Il n'y a pas de nouvelles, ça touche pas de monde. Fait que va voir le monde. » Eh bien, en politique, c'est la même chose. Il n'y a pas de politique, ça ne touche pas le monde. Ben, va voir le monde pour les écouter, pour savoir c'est quoi la meilleure chose à faire. D'ailleurs, vous savez, je le dis souvent, puis c'est très important, le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le plus
pour mieux parler après, savoir de quoi tu parles. Même chose en journalisme. Écoute les gens ce qu'ils ont à te dire et après ça, tu pourras puiser les éléments d'information que les gens doivent avoir pour se faire une idée en leur propre perspective. Alors, ça a été de 20 belles années. Et moi, quand je vois tous vos équipements ici, je suis toujours un peu impressionné parce que je me dis, Bigre, nous autres, à l'époque, quand on commençait en 1989, je ne veux pas avoir l'air du gars qui parle avec la caméra des Frères Lumière, là, mais il est vrai que une caméra, ça coûtait le prix d'une maison. Une suite de montage, ça coûtait le prix de 3 maisons. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec les iPhones que tout le monde a, Bigre de Bigre, on peut faire de la captation, on peut faire du montage, on peut faire de la diffusion avec ça. Et boy, c'est léger. Si je m'avais dit ça il y a 35 ans, j'aurais été, c'est tant mieux, je suis peut-être arrivé 35 ans trop tôt. Mais bon, je dis ça à la blague, parce que chaque métier et chaque époque a ses défis. Monsieur Deltel, vous avez traversé plusieurs courants politiques. Vous êtes passé de l'ADQ, l'Action démocratique du Québec, avec Mario Dumont, vous êtes passé à la CAQ. On sait que chaque parti a son courant, sa conviction, sa manière de travailler, Comment est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que vous croyez vraiment que ça vous permet d'avoir une crédibilité? Merci bien pour la question parce qu'on me la pose souvent. Rappelons-nous qu'en 2008, l'Action démocratique formait l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai décidé de me présenter au provincial. J'avais été journaliste pendant 6 ans à l'Assemblée nationale. Les 3 partis avaient frappé à ma porte. Quand les 3 partis à l'époque, c'était le Parti libéral, l'ADQ et le Parti québécois. Ils m'avaient tous approché pour être candidat. Et j'avais choisi d'aller à l'ADQ parce que même si je savais très bien qu'on s'en allait pas vers le pouvoir, au contraire, je savais qu'on allait culbuter, mais c'était des idées auxquelles je croyais et que je crois toujours, c'est-à-dire beaucoup plus de responsabilités individuelles, un budget qui est budgété, il y a une dépense qui est toujours sous suspicion et non pas sur dépense aveugle et tout ça, des responsabilités individuelles, beaucoup plus de pouvoir aux gens que de pouvoir au gouvernement, beaucoup moins de paperasserie, tout ça, c'était la trame de fond de l'ADQ à ce moment-là et donc nous l'avons fait et puis les gens de Chauveau m'ont honoré de leur confiance et je ne serai jamais assez reconnaissant le 8 décembre 2008 que des gens de mon coin de pays, que ce soit à Loretteville, que ce soit à l'époque à Saint-Gabriel de Valcartier, à Shannon, à Lac-Beauport, à Stoneham-Tewksbury, à Lac-de-Lage, à Saint-Émile et une portion de Neuchâtel et bien entendu Wendake, où je suis né tout à côté de la communauté Wendat, qui m'ont honoré de leur confiance alors que l'ADQ culbutait comme ça. Ils m'ont élu. J'en étais, en tout cas, j'ai été un des 7 élus pour le parti. Et 1 an plus tard, je me suis retrouvé chef de l'ADQ. Et à ce moment-là, on continuait à défendre les mêmes idées qui soient d'une responsabilité, des idées de centre-droite avec lesquelles je suis plus que jamais toujours en cohésion. Et est arrivé l'arrivée du mouvement de l'Avenir Québec, Coalition Avenir Québec, de M. Legault. Et il y a un mouvement qui s'est créé pour que l'on puisse fusionner ensemble. Ce qui fut fait, mais pas fut fait derrière des portes closes, puis un gros cigare, puis on va régler ça. Au contraire, on a fait un débat public avec ça. Et les militants de l'ADQ ont voté à 3/4%, à peu près 3/4, 75% environ, en faveur de cette fusion-là, dans lequel on retrouvait d'ailleurs ces éléments-là de réduire la paperasserie, de faire le ménage, d'avoir plus de privés en santé, d'avoir un programme un projet pilote sur la gestion du privé en santé, d'avoir beaucoup plus de responsabilité des gens, de couper dans la bureaucratie. Exactement les mêmes idéaux que de l'ADQ étaient portés à l'époque, en 2012, par la coalition Avenir Québec. C'était un duplicata, là? C'est-à-dire qu'on était ensemble. L'union fait la force et c'était pas vilain non plus. On en avait rudement besoin. Ce qui faisait que des gens de tous les horizons qui se sont rejoints, mais de tous les horizons, c'est-à-dire, je me souviens très bien de Jacques Duchesneau qui était le champion absolu dans cette période-là et qui l'est toujours d'ailleurs de l'anticorruption. Nous avions le docteur Barrette qui avait rejoint la coalition Avenir Québec à ce moment-là. Vous aviez Christian Dubé qui quittait le monde privé pour s'engager et offrir ses services. Et vous aviez solide. Et ben, disons qu'on faisait pas honte à ce que nous étions. Et nous avons fait élire donc 19 députés. Réélection en 2014 également. Et après ça, ben écoutez, sans vous trop dévoiler de secrets, on m'a approché pour aller au fédéral, non sans vous rappeler que mes racines politiques, militantes de 1981, le 11 novembre 1981, quand j'avais 17 ans, j'ai adhéré au Parti conservateur fédéral. Il se dit que vous êtes allé pour l'argent, non pour la conviction. Alors, ça a été toute une histoire d'argent. Pendant 6 mois de temps, je n'ai pas eu de paye. Oh, non. Ben oui.
Quand j'ai annoncé que je m'en allais à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait au provincial. Quand tu annonces que tu t'en vas au provincial, au fédéral, ben mon grand, il te reste 48 heures avant de remettre ta lettre de démission. Right now! Bang! Alors, les gros gredins qui disent que, oh, ils ont fait ça pour la paye. Ah, ouais, certains, 6 mois sans paye, mon grand. Bonne chance. Y a quelqu'un qui sait que tu serais capable de faire ça pour le fun? Non, peut-être pas, hein? Alors, moi, mais je l'ai fait parce que j'étais à l'aise. Mais quiconque me connaît sait que je ne suis pas un grand dépensier. J'avais des sous de côté. Ce qui me permettait d'être assez autonome par rapport à ça. Vous savez, moi, j'ai les trois lignes principales quand il y a le temps de l'argent. Chaque dépense est suspecte. Il n'y a pas de petites économies et toute gratuité mérite d'être appréciée. Okay. Alors d'aucuns nous disent, si jamais tu viens Conseil du Trésor, ça va mal aller. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est sûr que les dépenses superflues, et c'était vrai à la DQ, à la CAQ, et maintenant au Parti conservateur, plus que jamais. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, oui, j'ai fait ça. Et puis, vous savez qu'en 2011, aux élections fédérales, le Parti conservateur, qui avait 4 députés, sur 7, ont été complètement balayé de la carte. Et c'était 0 sur 7 conservateurs en 2011. En 2015, avec l'arrivée de Pierre Paulus, de Joël Godin, d'Aloupa Clark, de Sylvie Boucher, nous avons fait élire 5 députés sur 7. Donc le retour en force. Alors que le gouvernement conservateur partait d'un gouvernement majoritaire à plus de 180 députés et tombé à 99 d'un océan à l'autre, à Québec, on est passé de 0 à 5. Alors, vous aurez compris qu'il y avait tout un regard qui se portait sur nous. Et ceci, je tiens à lui rendre hommage, grâce au leadership de Denis Lebel, ancien ministre, ancien député, qui a fait un travail remarquable comme lieutenant politique de M. Harper pour attirer des candidats. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, à ça, il faut rajouter évidemment Luc Berthold qui est arrivé, Anne Reyes et tout ça, qui faisait que nous avions un souffle nouveau qui arrivait à Ottawa pour le Parti conservateur, et on en était bien fiers. Bien fier. Alors là, après tout ce parcours-là, toutes ces péripéties, vous allez bien sûr au fédéral et vous commencez à faire vos armes. En 2016, vous êtes carrément nommé étoile montante. Et en 2018, vous êtes carrément un orateur de l'année. En un seul mot, c'est quoi votre secret d'être aussi? Parce que là, je découvre vraiment l'homme au niveau de son éloquence. C'est quoi le secret? J'aime ça. J'aime ce que je fais. Vous aimez ça? Et vous savez, le conseil que je peux donner à quiconque qui est jeune et qui veut amorcer une carrière, faites quelque chose que vous aimez. Okay. Quand vous aimez, vous ne travaillez pas, vous avez du plaisir. Bien, évidemment, ça prélève certains défis. Quand on est en débat, puis qu'on se fait ramasser par l'adversaire, puis qu'il faut répliquer, pas très agréable. Mais ça fait partie du métier. Okay. Mais quand on fait le métier qu'on aime... Quelle est la leçon que vous avez tirée et de l'ADQ et de la CAQ avant de vous lancer, bien sûr, dans cette tanière aux fauves, au fédéral? Vous savez... Que ce soit provincial, municipal ou fédéral, la tanière aux fauves existe. D'ailleurs, on se souviendra tous que Jean Chrétien, quand c'était le petit iota de rien du tout de 2 ans ou 3 ans, quand il n'était pas en politique active, il a écrit un livre, Dans la fosse au lion, un chrétien dans la fosse au lion. Le juge Jean Chrétien qui pouvait avoir cette habilité-là, parlait souvent justement que c'est une fosse au lion. Oui, on le sait, la politique, c'est ça. Et c'est pour ça que ce soit au provincial, au municipal ou au fédéral, ce sont les mêmes enjeux. Moi, je vous dirais que j'ai toujours eu énormément de plaisir à travailler sur la scène canadienne. J'aime le Canada énormément et avec toutes ses particularités et ses forces et ses défis, j'ai beaucoup de plaisir. Et je pense que vous avez fait état tantôt, le bon débris qui a été choisi par les collègues. Je pense que les collègues à travers tout le Canada, les 338 députés, ont remarqué que j'aimais ce que je faisais. Et vous savez, c'est ça. Quand on aime ce qu'on fait, surtout quand on est conscient et qu'on est cohérent avec notre pensée politique, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, pas de problème. Pour sortir rapidement de cette étape du côté des fauves, j'aimerais juste que vous nous dites aux spectateurs et moi, on sait que vous aviez quand même, on ne va pas dire des vérités, mais on va dire que vous aviez quand même des projets d'être chef bien sûr du parti. Et le Parti conservateur vous a tendu indirectement la perche 2 fois. Et une fois, vous l'avez loupé. Et une autre fois, c'était peut-être pas voulu ni calculé. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Vous savez, des fois, si on se fait l'objectif d'être quelque chose, surtout en politique, ça n'arrivera pas. Okay. Maintenant, les circonstances, parfois, peuvent nous catapulter dans ces situations-là.
Avec M. Harper? Prenons-les une par une. D'abord, j'ai été catapulté littéralement chef de la DQ après une course au leadership qui avait été, le départ de M. Dumont, une course au leadership qui avait été douloureuse. Et on s'est retrouvé que là, bon, le monsieur qui avait été choisi a décidé de quitter. Et l'exécutif du parti, ça a été entériné à 93%, je pense, par le Congrès. Je suis mon nommé comme chef de parti, et c'est comme chef de parti que nous avons négocié l'entente avec la fusion avec la CAQ. Quand est arrivé le gouvernement fédéral, vous savez, pour tout vous dire, quand M. Dumont a annoncé le 8 décembre 2008, le soir même de l'élection, qu'il ne se représentait pas, je me retourne de bord. Je suis dans la salle avec tous les militants. Je me retourne de bord. J'ai à peu près une demi-lune de 50 journalistes. Puis allez-vous le remplacer? Allez-vous vous présenter? One time out, mon ami. C'est le moment de monsieur. Alors, c'est sûr que, bon, d'aucuns le voyaient comme ça. Si tu t'imposes, ça ne marchera pas peut-être nécessairement. Alors, il y a eu la première course au leadership où on me poussait pas mal pour y aller, mais je ne me sentais pas à ce moment-là. Est arrivé le départ de monsieur Scheer. Il y a des gens d'un peu partout au Canada qui m'avaient contacté pour me dire, vas-y, allez-y. Et puis finalement, j'avais évalué la situation, puis à un moment donné, il faut avoir l'humilité. On n'aurait pas écouté les sirènes. Oui, puis évidemment, vous savez qu'une course au leadership, vous ne savez jamais comment ça peut finir. C'est sûr que si vous ne vous présentez pas, vous êtes sûr de perdre. J'ai eu cette conversation-là avec quelques collègues de d'autres partis récemment. Si tu veux être chef, il faut que tu te présentes. Si tu es sûr de ne pas être chef, si tu ne te présentes pas. Mais il faut que tu sois vraiment prêt à le faire et avec tout ce que ça implique. Okay. Et puis, il faut faire preuve d'humilité. Ça a été le cas dans les deux fois. Aucun regret? Ou bien un peu... Non, vraiment pas. Non, même pas pour la dernière fois. Non. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Départ de M. Trudeau. Ouais. Démission de M. Trudeau. Il n'a pas encore démissionné. Il a annoncé qu'il démissionnait. Voilà. Une annonce aussi officielle. Ça ne peut pas être plus officiel que ça. Quelle est votre lecture, très rapidement? Sincèrement, vous savez, quand quelqu'un quitte la politique, que ce soit Pierre-Éliott Trudeau, que ce soit Brian Mulroney, on rappelait d'ailleurs que quand M. Mulroney avait annoncé en 1993, en février, qu'il ne se représentait pas, les gens pleuraient dans la salle. Des députés pleuraient. Dans le cas de M. Trudeau, vous avez vu sa vice-première ministre et ministre des Finances, le numéro 2, la personne la plus forte dans son gouvernement, bang! Claque la porte. Vous avez vu le caucus de l'Atlantique dire votant, caucus du Québec, sa province, votant, caucus de l'Ontario, votant. Il reste 6 députés à bord de ça, là. Et on va, je ne sais pas s'ils ont un caucus, les autres qui ne sont pas dans l'Ontario, au Québec ou dans les Maritimes, mais il ne reste pas grand monde. Et tout le monde voulait qu'ils s'en aillent. Et à la toute fin, dans ces derniers retranchements, plutôt que d'écouter le gros bon sens, puis autres des gens qui étaient à genoux devant lui, s'il avait écouté la population, il aurait compris qu'il aurait dû le faire bien avant. Mais il s'est accroché à la toute dernière seconde à l'ensemble de l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il a dit pour dire que je quitte? Ça ne me tente pas d'avoir des chicanes internes alors qu'on fait face aux plus grands défis. C'est parce que s'il y a des chicanes à l'interne, c'est peut-être parce que tu ne faisais pas bien ta job, mais incapable de le reconnaître. Et ça, malheureusement, en politique, ça prend du self-esteem, puis ça prend de la confiance en soi. On comprend ça. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire dévorer complètement. Et comment vous qualifierez cette attitude? De narcissisme navrant. Qu'un individu fasse preuve de narcissisme et s'enferme tout seul dans son coin, c'est une chose. Quand vous êtes chef d'une nation et que vous êtes confronté à la plus grave crise et menace économique de l'histoire de notre pays, avec notre meilleur partenaire, notre meilleur voisin et notre meilleur compétiteur, et vous êtes tout seul dans votre coin et vous faites une crise de narcissisme, là, c'est pas juste vous, là. C'est la fonction, c'est le gouvernement, et c'est le pays, et c'est la population tout entière qui en pâtit. Et c'est ce qu'on a assisté le fameux 6 janvier, quand M. Trudeau a annoncé son départ. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant 3 mois, on a un premier ministre d'abandon. On a un gouvernement d'abandon, qui fait que le pays est malheureusement abandonné, où on ne sait pas trop comment ça va se diriger, avec un type qui n'a même pas l'appui de sa gang. Alors, d'aucuns disaient « Ah, mais il faut faire équipe Canada, tout le monde ensemble. » J'ai dit « Pourquoi moi, je me mettrais à côté de ce gars-là? Quand lui, il n'a même pas son vice-premier ministre avec lui, il claque la porte au nez. » Et attention, Mme Freeland a quitté, pas parce qu'elle avait un désaccord fondamental sur l'orientation et la gestion des fonds publics, comme elle l'a affirmé, parce qu'elle l'a dit dans des entrevues subséquentes.
Elle dit, quand il m'a annoncé que je m'en allais, ben c'est sûr que j'ai pris ma décision. Parce que le premier ministre l'avait appelé 3 jours avant pour lui dire, ben, tu déposes la mise à jour économique, puis le lendemain, tu n'es plus ministre. Bang! D'abord, c'était peut-être pas exactement la façon intelligente de le faire. Mais Mme Freeland, là, elle ne faut pas broyer ben, là. Elle est partie parce qu'elle savait qu'elle perdait sa job, là. Tous les documents étaient signés, tout était prêt. Il a fallu juste qu'il refasse ça rapidement. Mais le déficit pharaonique qu'on a de 62 milliards de dollars, c'est elle qui l'a assumé comme ministre. Alors, quand elle dit, il faut faire attention, t'étais où? Tu sais, même chose, quand on voit là, ces gens qui disent, bon, finalement, la taxe sur le carbone, on va voir, pardon, pendant 9 ans de temps, ils nous ont traité de tout et non parce que nous autres, on n'était pas pour la taxe sur le carbone. Puis là, eux autres, ils vont dire, oh, finalement, on va faire autre chose. OK, c'est correct. Comment auriez-vous fait à sa place, vous? Eh bien, nous, on aurait fait, et si d'aventure nous sommes honorés de la confiance des gens, on va avoir un plan réaliste et responsable. Concernant l'environnement, parce que je sais que ça touche la vie de tous les gens, et moi, je suis critique en environnement. M. Poilievre a défini notre plan d'action, pas hier ou avant-hier, 1 an et demi que c'est connu, notre plan d'action par rapport à l'environnement. Dans le fin détail, non. Le fin détail, ça vient en campagne électorale. Mais les grandes orientations ont été clairement définies, pas ailleurs à travers le monde, mais ici à Québec, lors de notre congrès national, lors du fameux discours de Québec dont tout le monde parle, où M. Poilievre a exposé la vision qu'il a du Canada gouverné par un gouvernement conservateur. Et sur l'environnement, il y a 4 piliers principaux. Prenons acte du fait que changement climatique. Et ça, ce que je vais vous dire là, M. Poilievre l'a répété à Québec. Et moi, je vais vous l'expliquer à nouveau. D'abord, les changements climatiques sont réels. Il faut faire face aux réalités et à l'impact des changements climatiques. L'objectif est de réduire la pollution, de réduire les émissions de CO2, mais avec des mesures pragmatiques plutôt que des mesures dogmatiques. Okay. Et nous avons tous, dès le départ, mis de côté la taxe sur le carbone, estimant que pour nous, c'est une mesure fiscale et pas une mesure environnementale. Quand on disait ça, on se faisait traiter de tout et non, mais là, on voit qu'actuellement, les uns derrière les autres, même Stephen Guilbeault qui a passé sa vie à faire la leçon à tout le monde sur l'environnement, puis dire que la taxe sur le carbone, les scientifiques, 3000 scientifiques à travers la planète sont pour ça, même Stephen Guilbeault dit, ben écoutez, on va faire autre chose. Ah, t'as rien. OK. Donc, nous, on dit pragmatique. Ça veut dire quoi, ça? 4 piliers. Premier pilier, incitatifs fiscaux pour des nouvelles technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, incitatifs fiscaux, ça veut dire quoi? Ça peut aller de la subvention jusqu'au crédit d'impôt. Nous, on n'est pas bien fort sur la subvention, vous aurez compris. Prendre l'argent du travailleur puis de le donner à une entreprise étrangère, comme on a vu avec Volkswagen. 18 milliards de dollars de l'argent des taxes pour une entreprise étrangère pour sauver la planète. Moi, quand je rencontre des groupes environnementaux, je leur dis, vous avez fait quoi, vous, avec 18 milliards de dollars pour sauver la planète? Ils ont toujours des bonnes idées. Donc, incitatifs fiscaux pour réduire. C'est ça. Ça, c'est pour réduire le... Incitatifs fiscaux? Incitatifs fiscaux pour les hautes technologies. Deuxièmement, feu vert aux énergies vertes. Avoir plus rapidement et plus d'énergie, d'éolien, d'énergie solaire, d'hydroélectricité. Vous savez que l'hydroélectricité au Québec, on en a beaucoup. Savez-vous que le gouvernement libéral s'est donné le droit de veto pour les futurs projets d'hydroélectricité? Ça n'a pas de bon sens. Si on avait eu ça, on n'aurait jamais eu Manic 5 puis la guerre. Puis... tous les grands projets que nous avons eus. Donc, l'énergie verte au vert, Avantage Canada. Utiliser tout notre potentiel de richesse naturelle que nous avons au pays et le développer intelligemment, que ce soit le lithium, plutôt que de l'avoir de l'étranger ou plutôt que ce soit de propriété étrangère, que ce soit les Canadiens qui développent tout le potentiel de notre énergie, de nos ressources naturelles pour réduire les émissions. Et le 4e pilier, c'est de travailler main dans les mains quand on est sur une terre, sur un territoire, main dans la main avec les Premières Nations. Et ça, c'est les 4 piliers de notre action. C'est concret, c'est réaliste, c'est responsable, c'est pas dogmatique, puis c'est pas de la taxation. Alors, maintenant qu'on est vraiment là-dedans, vous savez que s'il arrivait que le Parti conservateur prenne le pouvoir, actuellement, le Parti conservateur fait peur, vous le savez. On va parler de côté social d'abord. Aujourd'hui, quel est le projet ou le plan du Parti conservateur en ce qui concerne l'immigration le Parti conservateur, il y a un spectre qui fait peur et on aimerait vraiment avoir le plan du Parti conservateur sur l'immigration. Et qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation où tout est complètement fermé, bouclé, bâclé? Merci beaucoup de poser la question. Je suis fils d'immigrants et depuis que je suis en politique, je répète toujours la même chose. Une mauvaise politique d'immigration
les premières victimes, ce sont les immigrants eux-mêmes, avant que ce soit la société ou quoi que ce soit. Parce qu'on leur fait croire des choses, on prévoit bien de choses, puis quand ils arrivent, la réalité n'est pas là. Et c'est les premières victimes. Vous savez, on dit souvent au Québec, combien d'immigrants on doit avoir? 30 000, 40 000, 50 000? Tu sais, je m'excuse, là, mais c'est pas plus fort la poche, cette affaire-là. C'est des êtres humains qu'il faut respecter. Mais s'il y a un chiffre qui, moi, me fatigue, c'est 1 million. Au moment où on se parle, à travers le Canada, il y a 1 million de dossiers d'immigration qui ne sont pas traités comme il se doit. Et dans ma circonscription, mon bureau de comté, c'est vrai pour les 338 à travers le pays, c'est des dizaines de gens qui viennent nous voir tous les mois, voire même à toutes les semaines, avec des problèmes d'immigration. Et ça, c'est des gens qu'on a fait venir. Venez. Oui, mais un instant, là. Est-ce qu'on est capable de le faire correctement et les accueillir correctement? M. Trudeau a été complètement irresponsable là-dedans. Et ça, c'est malheureux. Qu'est-ce que le Parti conservateur propose? Nous, ce qu'on veut... C'est ce que nous voulons entendre, monsieur. Depuis 2 ans, c'est ça que je vous dis. Il faut avoir une approche qui est humaniste. Et humaniste, ça veut dire de respecter les gens dans leur capacité d'accueil, parce que dans leur capacité de venir ici, des deux côtés. Sinon, ça fait des gens malheureux, puis il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Nous, on veut avoir une méthode où on est capable d'accueillir des gens, si on est capable d'avoir de la résidence, les services sociaux, l'école, les hôpitaux, et l'aide que l'on doit pour franciser, entre autres, les gens qui viennent ici. Et ça fait partie des responsabilités fédérales d'accueillir correctement ces gens-là et d'avoir des programmes pour aider les provinces à cet effet-là, mais ce qui vise d'abord et avant tout les citoyens. Et l'obsession de vouloir être le plus fin au monde puis d'accueillir la planète entière, comme on a vu sur un tweet du premier ministre. Est-ce qu'il y a un plan d'austérité derrière le programme du Parti conservateur avec M. Poilievre? Vous savez, vivre selon les moyens, c'est de l'austérité ou c'est ce qu'on doit faire? Comme citoyen, est-ce qu'on va toujours dépenser plus que l'argent qu'on a? C'est irresponsable. C'est pas de l'austérité, c'est juste le faire correctement. Gérer correctement. Vous ne répondez pas. Non, je réponds. Est-ce qu'il y a un plan d'austérité? Austérité, non. Responsabilité, oui. Parfait. Clair, net et précis. Et d'être ça veut dire quoi? C'est parce que vous ne pouvez pas, comme citoyen, comme famille, toujours emprunter pour vivre. Quand on a une dette de 500 milliards, comme on a vu depuis 9 ans, 500 milliards de déficit compulsif, ça, c'est autant d'argent qu'on envoie à nos enfants, à nos petits-enfants, puis à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés et qui vont devoir payer pour cette province. 500 milliards de dettes. Oui, monsieur. Ces gens-là ont accumulé plus de dettes et de déficits que les 150 ans d'histoire qui a précédé. Alors, on voulait me dire, oui, mais écoute, en 1867, ça n'a pas le même budget. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils avaient promis 0 déficit en 2019 et ils l'ont mis, cette promesse, au cachot. Mais les programmes de subvention qu'ils ont créés, le Parti libéral a quand même un tout petit peu amélioré quelques conditions et permis à des personnes issues de la diaspora de pouvoir lancer du business, de pouvoir développer du business qui, n'est-ce pas, contribue à l'emploi au Canada. Il faut absolument contrôler les dépenses. Et quand vous voyez qu'on a 100 000 nouveaux fonctionnaires, malheureusement, les services n'ont pas été à la hauteur des attentes. Combien de gens ont eu des problèmes avec l'assurance-emploi, avec l'immigration, avec le passeport? C'est la base d'un État national de gérer comme il faut. Quand vous imprimez de l'argent comme c'est pas possible, bien, naturellement, vous créez de l'inflation. Et c'est ça qui a été fait. Nous, on veut aider les entrepreneurs et les entreprises. La meilleure façon d'aider les entrepreneurs, c'est pas en leur donnant de l'argent, mais bien plutôt en enlevant des bâtons dans les roues pour être beaucoup plus efficace. Je rencontre depuis 9 ans des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, des entreprises, des petites entreprises comme des grandes, et je leur dis, vous voulez vraiment vous aider et nous aider? Dites-moi où vous trouvez que dans le gouvernement fédéral, on perd notre temps, on tourne en rond, puis on remplit des papiers plutôt que de créer de la richesse. Là, dites-nous quoi faire, on va évaluer ça, on va pas prendre ça pour avoir du cash, on va évaluer ça. Mais c'est ça qu'on doit faire comme gouvernement responsable. Et c'est ce qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Si on vit toujours sur la carte de crédit, tôt ou tard, on va se ramasser dans le dallo. C'est malheureusement ce qu'on voit actuellement. Alors, donc, si je comprends très bien, il y aura beaucoup plus de contrôle que de coupures.
contrôle de dépenses. Oui, c'est Point. ça qu'on parle. Et surtout, plus de liberté d'action des gens et moins de subventions. Vous savez, c'est plus de 40 milliards de dollars qu'on donne en subventions aux entreprises. 40 milliards de dollars. Et là, je parle de subventions, là. Je ne parle pas de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est qu'on permet aux gens d'investir dans quelque chose, comme par exemple la haute technologie pour réduire la pollution. Et un crédit d'impôt, c'est qu'ils payent moins d'impôts. S'ils atteignent l'objectif, bien entendu, avec des résultats, ça prend des résultats. Mais donc, on laisse plus de sous dans l'entreprise pour qu'ils puissent agir et non pas leur dire, tiens, je vais aller prendre l'impôt sur le revenu d'un brave homme qui gagne 55 000 par année, puis je vais le donner à une multinationale étrangère. Non, c'est pas notre approche. Sur un autre point d'idée, Oui. Donald Trump, Oui. qui vient de prendre le pouvoir, qui vient de signer, qui est dorénavant le 47e président des États-Unis et qui a menacé le Canada de plus de 25%. Alors, est-ce que c'est une vraie menace? Si oui, quels pourraient être les impacts? Malheureusement, ceux qui sont les plus touchés, c'est ceux qui vivent quotidiennement avec les échanges commerciaux avec les Américains, c'est-à-dire nos entreprises, nos entrepreneurs. Et nous avons le devoir de prendre ça au sérieux. C'est pas agréable du tout, mais c'est sérieux. Alors donc, il n'y a pas de choses à dire, bon, c'est correct, ça va passer. Préparons-nous pour et surtout, soyons prêts à répliquer le cas échéant. Mais répliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, tu ne dévoiles pas ton jeu devant tout le monde, premièrement. Puis deuxièmement, tu as un vrai leader qui te mène là où tu dois aller. Et actuellement, comme je l'ai dit tantôt, avec un premier ministre d'abandon et un gouvernement qui ne sait pas trop où il s'en va, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et donc, il faut faire attention à ce que M. Trump dit, il faut être très attentif à ce qu'il dit et agir intelligemment. Et intelligemment, ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, commence pas à dévoiler ton jeu devant tout le monde, mais oui, il faut être prêt à faire face à ça. Et vous croyez vraiment qu'il est capable d'appliquer ce qu'il a, les menaces? Comme aurait dit le père de notre actuel premier ministre, just watch him. Just watch him. C'est ça, parce que M. Trudeau, Pierre Elliott avait déjà dit ça, just watch me. Il faut prendre ça au sérieux. On ne peut pas se dire, oh, bon, là, il exagère tout le temps. Il a été dûment élu, il est là pour 4 ans, donc il faut faire avec. Est-ce qu'on peut être pour, contre ou quoi que ce soit? Ça, c'est chacun son style. Il a été dûment élu par notre meilleur ami, notre meilleur voisin, notre meilleur compétiteur, puis notre meilleur partenaire d'affaires. Il est là, à nous d'agir intelligemment. Dernièrement, Madame Danielle Smith, elle a refusé de suspendre l'exportation du pétrole vers les États-Unis en guise de représailles contre les tarifs douaniers, imposés bien sûr sur d'autres produits canadiens. Elle a dit non, moi je ne suspends pas. Est-ce que vous comprenez cette position? Vous savez, c'est très difficile de juger la position de quelqu'un à la suite de discussions à lesquelles on n'a pas assisté. Okay. Un peu comme je vous disais tantôt, c'est jamais une bonne idée de dévoiler son jeu devant tout le monde. Si demain matin, les premiers ministres disent, bon, ben, le Québec, il ne vend plus une scène, il ne vend plus 1 kilowatt d'énergie aux États-Unis avec l'hydroélectricité, on va peut-être aussi être un peu préoccupé là-dedans. Alors, laissons les choses aller dans le sens où il faut travailler pour le bien du Canada, mais il ne faut pas non plus dévoiler notre jeu puis mettre sur la carte exactement ce que l'on veut faire et ce que l'on doit faire. Parfait. Ben, je comprends donc que vous refusez de commenter ça. Bien, c'est parce que la réalité, c'est quoi? Je n'étais pas à la table de discussion. Je ne sais pas quelle va être l'approche de M. Trump avec les tarifs. On le sait qu'il menace 25% pour le 1er février. Est-ce que ça va être le cas? Comment ça va être? Ça va être quoi? Est-ce que c'est sur l'ensemble de l'œuvre? Oublions pas que dans son discours, et jusqu'au moment où on se parle, il n'a jamais reparlé du 51e État. Bon, au moins, là, on revient sur la question de la frontière. La question de la frontière, vous savez, quand on a été les premiers à lever le doigt pour dire, ben, vous savez, je mets Roxham où c'est marqué gros de même, c'est illégal d'entrer, puis qu'après ça, quand vous êtes rentré, vous n'êtes devenu pas illégal, mais vous êtes devenu qui n'est pas régulier. C'était pas un beau signal qu'on envoyait pour celles et ceux qui, depuis des dizaines d'années, voire des dizaines d'années, faisaient les démarches officielles. Et ça, c'est malheureux. Ma dernière question sur ce point, ce serait, sachant que les États-Unis sont le seul, en tout cas, les majeurs clients du Canada en ce qui concerne bien sûr le pétrole avec près de 120 millions en 2023 et qu'on sait qu'ici, si jamais cette suspension-là se faisait, est-ce que c'est plus le Canada ou les États-Unis qui paieraient? Ben, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on dévoile notre jeu. Parce que là, justement, on fait ce type de spéculation, alors qu'au moment où on se parle, au moment où on fait cet entretien, on ne sait pas exactement où vont être ciblés les tarifs, dans quel domaine, et quel secteur nous devons réagir à ça.
Et c'est là que c'est délicat si on spécule à voix haute sur ci ou sur ça. Okay. Quand je vous parle de l'hydroélectricité, c'est drôle parce que quand je parle de ça, les Québécois disent « Ouais, c'est vrai. » Ben oui, c'est vrai. L'électricité, ça vaut dans quoi, les 4 milliards au niveau de l'exportation, je pense bien. Oui, mais vous savez que c'est pas le monde non plus. Il y a une différence. Oui, ça s'en va dans le Vermont. Ça s'en va aussi dans une bourgade qui s'appelle comment déjà? New York, hein? C'est ça, hein, New York. Ça se peut qu'il y ait du monde là-bas qui ne sont pas contents de cas échéant. Vous êtes bien drôle. Alors, maintenant, quelque chose qui a secoué le Québec, la fermeture de tous les entrepôts Amazon. Ouais. Amazon, 1700 employés carrément mis à la porte sans prévenir. Comment vous comprenez ça là? Évidemment, là je parle comme citoyen parce que le fédéral n'a pas grand-chose à dire à ça directement, que ce soit pour les mesures de travail ou de tout ça. On est là pour aider les gens à se retrouver un emploi, bien entendu. Il y a des mesures, des programmes qui sont spécifiquement pour ces gens-là. Première pensée vont à ces 1700 pères, mères, chefs de famille qui ce soir vont arriver chez eux. Bon, ben là, qu'est-ce qui se passe avec notre emploi? Ou des gens qui, comme clients d'Amazon, se disent, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, écoutez, au moment où on se parle, on n'a pas assez de détails encore pour aller au fond des choses, mais ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout être respectueux de ceux qui perdent leur emploi. Et est-ce que c'est un lien avec ce qui se passe avec les Sincèrement, au moment où on se parle, on n'a pas encore les explications ou quoi que ce soit. Donc, il faut être prudent là-dessus. Mais c'est sûr que, comme citoyen, je connais des gens qui travaillent chez Amazon, puis c'est très douloureux. Cela dit, Amazon comme tel ne ferme pas. Il y aura toujours du transport de pièces d'Amazon qui devra se faire. Alors comment ça va se faire et où ça va se faire? Assurons-nous que ça se fasse correctement pour le bien de tout le monde. Alors, pour terminer maintenant, vous, dans le fond, comment vous voyez les élections? Comment vous ressentez les élections? Comment vous pressentez les élections? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Dites-nous quelque chose que vous n'avez pas encore dit à personne. Donnez-nous un petit secret, faites-nous nous sentir un peu importants là. Ah, vous êtes très important. Ben, c'est assez impressionnant ce que vous faites. J'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on soit avant qu'on puisse faire l'entrevue. Je vous racontais que j'étais ancien journaliste puis que tout se passait avec un drone. Oui, absolument. Et vous, quand je vois vos installations ici sérieuses, de niveau de broadcast et tout ça, c'est-à-dire diffusées partout, c'est tout à votre mérite. Et grâce aux médias sociaux, on est capable justement d'envoyer ça partout. Et on gagne partout à parler. Plus on parle, plus on échange, plus on a la liberté de presse et moins on a de censure, mieux c'est. Et c'est la démocratie qui est la grande gagnante. J'ai pas oublié ma question. Donnez-nous un petit insight là. Comment ça s'en vient les élections? Bon, écoutez, c'est ça. C'est sûr que 9 mars, le Parti libéral va avoir un nouveau chef. Oui, fine. Et là, il va avoir 2 semaines à peine pour faire son conseil des ministres. Puis après ça, arriver avec le discours de la reine, le discours du roi plutôt, le discours royal, qui met la table pour un nouveau gouvernement, à cause que le premier ministre a fermé le Parlement pendant 3 mois de temps. Bien. Et là, on va voir c'est quoi leur couleur. Mais ce qui est sûr et certain, nous, on va voter contre. Parce qu'on veut Pourquoi? Pourquoi vous riez? Parce qu'on veut que ce soit les citoyens qui décident, pas un club privé qui s'appelle le Parti libéral, pas quelques dizaines ou peut-être 100 000 personnes. Quelle que soit la décision, vous votez contre. Absolument. Pourquoi? Parce qu'après 3 ans et demi de gouvernement libéral, de gouvernement minoritaire, il faut que ce soit la population qui décide, pas un club privé qui s'appelle Parti libéral, ou si ça avait été notre cas, Parti conservateur, je ne dis pas que le Parti libéral, il n'est pas bon, il n'est pas fin, il est pas mais bien plutôt, c'est à la population à gérer pour faire face à la plus grave crise économique. Alors, ils vont présenter leur couleur, très bien. Nous, on va demander aux Canadiens de voter. Et donc, il va y avoir une élection qui va être déclenchée. On s'attend à ce que ça... Et c'est vrai, ce que je vous dis là, nos amis du Bloc québécois et du NPD, on dit la même chose. Alors, pour le NPD, ils vont tirer le parole cette fois-là, mais on le souhaite. Mais fondamentalement, c'est pas pour empêcher Mme Freeland ou M. Carney ou whoever de ne pas diriger le Canada. C'est pour donner la parole aux Canadiens, qu'on aurait dû faire bien avant, et particulièrement après un gouvernement minoritaire après 3 ans et demi. Normalement, un gouvernement minoritaire, ça dure 18-20 mois, pas plus que ça. Puis là, lui, il est là depuis 3 ans et demi. Allez, mon ami, appelle les urnes, demandez aux citoyens de voter, et là, les gens nous aurons déposé notre offre électorale. Au milieu du mois de mai, les gens vont avoir à se prononcer, et c'est urgent à décider. Donc, pour dire, les chances sont
Ben, si je me fie à tous les sondages qu'on a depuis 2 ans et demi, ça a l'air pas pire pour nous autres. Combien? Mais, je vous dirais, vous savez, on m'a déjà posé la question. John Je vais tendre l'oreille pour bien entendre. Là. Il y a 78 comtés au Québec. Il va y avoir 78 candidats conservateurs. Puis comme on dit en anglais, we want them all, on les veut toutes. Mais c'est la population qui va décider. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais fait une entrevue avec John Ivinson, un grand journaliste du National Post. Il avait posé à peu près la même question. Vous en voulez combien au Québec? 78 on 78, 78, 78. Parce que, pourquoi? Si, mettons, je vous dis, ben écoutez, on aurait, mettons, 50 députés. OK, nomme-moi les 28 perdants. T'en finis plus. Alors, c'est sûr que tous ceux qui se présentent veulent gagner. Puis, vous savez quoi? Les autres partis, c'est la même affaire. Alors, des spéculations, moi, je préfère spéculer sur ce que les gens vont faire et vont dire, et c'est eux qui ça appartient. Les sondages, ça va pas bien, ça va bien, mais des fois, ça va pas bien non plus. C'est en 16 ans de politique. On est à combien aujourd'hui au niveau pourcentage du Parti conservateur en tant que gagnant? Je pense que c'était 26 points d'avance, le dernier. Okay. Ouais, ça va bien. 26 points d'avance, ça va. Ça va bien. Bon. Ouais, mais y a-t-il un vote dans la boîte? Non. Puis je peux vous dire une chose. Je vous confie un secret que vous ne répéterez pas. Non, il n'y a personne qui écoute. On est le gars le plus rough là-dessus, là, c'est Pierre Poilievre. En fait, il est comment, Pierre Poilievre? C'est quand qu'il vient aux médias de la diaspora nous parler, là? Ben écoutez, ça m'a pris un peu trop longtemps pour venir ici. Je vais lui passer le message. Mais ça va me faire plaisir de lui en parler. Ça va nous faire plaisir. Mais Pierre, à chaque fois qu'il y a un comique qui s'essaye, là, les amis, là, y a-t-il un vote? Y a-t-il quelqu'un qui était là à la prochaine élection? Y a un vote dans la boîte? Non. Calmez-vous, calmons-nous tous. Pas question de commencer à faire nos fanfarons et de dire ouais, c'est déjà fait. Okay. Laissons les gens juger. Moi, en politique, en 16 ans, là, des montagnes russes, j'en ai vu une puis une autre. Puis si je me fiais au sondage, là, on me serait tiré en bas du pont 50 fois. C'est pas mon ambition. Alors, laissons les gens juger. Ça va bien au Québec, ça vient que ça monte. Et ultimement, c'est la population qui décide. Et c'est à nous à offrir une offre de service aux citoyens canadiens avec un programme qu'on aura l'occasion de détailler pendant la campagne, avec des solutions précises et un plan de match précis, et les gens décideront. Un poste de ministre, ça vous intéresserait? Il y en a une seule personne qui répond à ça, puis c'est pas moi. M. Poilievre. Alors, vu que c'est sur ces mots qu'on va sûrement terminer notre entrevue, vu que j'ai remarqué que vous étiez vraiment très, très ancré changement climatique, il s'organise ici le 13 et le 14 juin 2025 les premières rencontres écologiques et économiques des municipalités et des acteurs de développement REMAD Afrique-Canada. C'est une activité qui porte bien sûr sur les changements climatiques entre des gros acteurs en Afrique et ici au Canada qui va se tenir ici à Québec où vous êtes invités et bien sûr toute personne de votre parti pour pouvoir bien sûr échanger et trouver ou alors parler des différents enjeux et des possibles solutions que l'Afrique pourrait tirer peut-être du Canada ou du Québec. Ou alors que le Canada pourrait peut-être s'inspirer de l'Afrique, qui sait. Donc, qu'est-ce que vous pensez des REMAD? Écoutez, il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a juste des idées qui sont applicables ou pas applicables. Absolument. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Absolument. Surtout pas à l'abri de quelque chose qu'on ne connaît pas. Autant le connaître, puis après ça l'évaluer. Okay. Vous savez, le copier-coller, moi je ne suis pas friand de ça. Mais ça peut inspirer pour mieux gouverner quelque chose. Okay. Et ça, c'est vrai pour les politiques environnementales comme pour n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du genre qui est votre politicien ou qui est votre héros ou votre idole. Ben, il y en a tout plein, mais prenons le meilleur de chacun puis adaptons-le à ce qu'on est. Votre dernier mot à ceux qui écoutent actuellement, si vous avez un seul mot, un message à envoyer à ceux qui voudraient peut-être un jour être éloquents, être aussi fonceurs et dynamiques comme vous, quel conseil vous leur donnerez en ce qui concerne bien sûr la politique, le journalisme? Soyez à l'aise avec votre position et à ce à quoi vous croyez. Il n'y a pas de bonnes idées ou de mauvaises idées, il y a des idées auxquelles on croit. Et parce qu'on y croit, on est capable de bien les expliquer et de bien les transmettre. Bien sûr, une fois qu'on fait ça, il y a des gens qui vont avoir un point de vue contraire. Eh bien, c'est tant mieux. On appelle ça la démocratie. Et ça nous amène, nous, à être meilleurs dans notre lecture et dans notre proposition. Si d'aventure vous voulez faire de la politique, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une vie entière. C'est un moment dans votre vie où vous voulez vous investir au service de la population. N'oubliez jamais ça. Votre patron,
c'est pas le chef, c'est pas l'autre, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est les gens qui vous donnent l'autorité d'agir dans la scène publique. Et dans mon cas, je ne remercierai jamais assez les gens de Chauveau provincial et les gens de Louis-Saint-Laurent. Donc essentiellement, Chauveau, ce que je vous ai dit tantôt, au quoi il faut rajouter les gens de l'Ancienne-Lorette, les gens de Val-Bélair, les gens de Le Bourgneuf, en plus évidemment de Neuchâtel, Wendake et bien entendu où je suis né, Loretteville. Merci à vous, et si vous voulez faire politique, faites-le pour rendre service aux gens, mais faites-le aussi pour vos convictions à vous. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Alors c'est comique parce que je ne suis pas très astrologie, mais je suis lion-dragon. Je trouve vous aimeriez être quoi? J'haïs pas ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Deltel, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup de tous ces conseils. Merci du temps. Et vraiment, merci de jouer votre rôle dans notre société, qui est d'ailleurs le lieu où nous nous épanouissons tous les jours. Merci encore. Et merci à vous, élément essentiel dans la démocratie, de permettre aux gens de s'exprimer aussi librement, comme vous avez donné la chance de le faire. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous avez pu l'écouter, vous avez compris aussi bien que moi. Ce que je retiens, c'est que lorsque vous voulez faire quelque chose, faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire. Ne le faites pas pour d'autres, faites-le d'abord pour vous, et ensuite, lorsque vous êtes au service du pays, de la nation, faites-le avec amour. On était avec Monsieur Gérard Deltel, le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, et bien sûr ancien journaliste. Aujourd'hui, un homme engagé, un leader politique. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt avec notre prochain invité. En attendant, prenez soin de vous et on se revoit. Bye bye.